Bonjour et bienvenue. L'émission aujourd'hui est consacrée à la politique française, dans l'attente des décisions qui vont être annoncées ce soir par le président de la République à propos de la pandémie et à l'actualité internationale avec toujours les élections en cours aux États-Unis. Alors pour la politique française, nous avons fait appel à Michel Cotta, qui est actuellement en ligne par Skype, qui va nous rejoindre, que vous voyez ici, qui publie également un roman qui est sorti la semaine dernière chez Robert Laffont. Nous allons en parler également. Et pour ce qui est de l'actualité internationale, et plus précisément des États-Unis, nous retrouvons François Durper, qui est historien, professeur à Cergy-Pontoise. Alors je me tourne d'abord vers Michel Cotta. Michel, à propos de l'annonce tant attendue ce soir de Emmanuel Macron, peut-on dire que le président finit par trop parler? Enfin, lui, son Premier ministre a parlé il y a quelques jours, les ministres parlent, tout le monde parle. Est-ce que ces effets d'annonce répétés ont un sens? Oui. Sauf qu'il n'y a pas d'effet d'annonce. Le seul qui annonce vraiment les choses, c'est le président de la République, parce que c'est lui qui en porte la responsabilité vis-à-vis de l'opinion publique et vis-à-vis du suffrage universel. Donc on ne peut pas dire que Véran, le ministre de la Santé, parle trop, que le Premier ministre parle trop. Chacun avance un peu jusqu'au moment de laisser la place à celui qui, dans la Constitution et dans la vie politique, est le garant de tout. Maintenant, c'est une équation très difficile pour le président de la République. D'abord parce qu'il va, semble-t-il, annoncer des mesures coercitives importantes, en attendant qu'on n'a pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Hein. S'il s'agit d'un couvre-feu, encore que je ne sache pas à quelle heure exactement le couvre-feu soit décidé, s'il s'agit d'un couvre-feu, c'est pas quelque chose qui passera inaperçu en France, et en tout cas, c'est quelque chose qui mobilisera vraiment les habitants des grandes villes. Et une approche régionale n'aurait-elle pas été un peu plus astucieuse? C'est-à-dire qu'au lieu de faire une grande messe à 20h le soir sur les chaînes de télévision, est-ce qu'on n'aurait pas pu région par région, puisque les situations sont différentes. À Paris, ça n'est pas la même situation qu'à Limoges, dans la Creuse, c'est également différent. Il y a une situation d'alerte importante sur les capitales, hein, sur les capitales régionales aussi, sur Bordeaux, Marseille, Lyon, Paris, Lille. Donc, mieux vaut-il quand même ne pas faire porter à l'ensemble d'un département une décision vraiment très, très, très drastique. Non, je pense qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Confiner directement le Rhône, confiner la Gironde. Non, confiner les lieux où le virus sévit le plus. Eh ben, c'est-à-dire les capitales, c'est-à-dire là où il y a le plus de monde, et malheureusement, c'est à Paris qu'il y a le plus de monde, et qu'il y a d'ailleurs que le virus circule le plus rapidement. Hein. François Durper, pensez-vous que la communication... Je ne vois pas sortir des capitales. Je ne vois pas l'intérêt de sortir des capitales régionales et de la capitale. Les grandes métropoles, je veux dire, et de la capitale, je ne vois pas l'intérêt. Le problème, c'est de savoir, d'abord, c'est quelque chose de très difficile à supporter. Ensuite, économiquement, ça pose sûrement des problèmes. Encore que, vous avez vu que le chômage à 80% a été repoussé jusqu'à la fin de l'année. Et puis tout ça peut être quand même provisoire, puisqu'on nous dit que ces 15 jours sont capitaux, donc tout ça peut être provisoire et ramené à 15 jours. Mais on voit bien que dans les autres capitales européennes, beaucoup prolongent les choses même jusqu'en octobre, à la fin d'octobre, à la fin de novembre même. En effet. François Durper, que pensez-vous de cette façon de communiquer de l'exécutif ? Dans tous les pays du monde, aujourd'hui, il y a cette difficulté de communiquer sur l'incertain, sur finalement des données qui ne sont connues ni de nous, simples citoyens, ni des politiques, ni même parfois des médecins, ni même parfois de ceux qui connaissent le mieux la Covid-19. Et néanmoins, il faut communiquer et il faut aussi prendre des décisions. On le voit d'ailleurs en France comme aux États-Unis. Les citoyens
ont une certaine défiance concernant la manière dont on leur parle. Je crois que les chiffres sont à peu près les mêmes. C'est 60% des Américains, par exemple, qui ne font pas confiance à l'exécutif lorsqu'il s'agit de leur annoncer quoi que ce soit sur la maladie. La différence, c'est que nous sommes dans un système très centralisé. Aux États-Unis, c'est un système fédéralisé où il y a la communication, évidemment, de la présidence, mais il y a également la communication de chaque gouverneur. Et ce qu'on a connu dans la période, c'est que certains Américains se tournaient plutôt vers leur gouverneur d'État, gouverneur de l'État de New York notamment, ou de l'État de Californie, qui étaient jugés plus à même de comprendre les réalités locales, les fameux territoires dont parle le Premier ministre français, que le président qui, de Washington, ne peut pas évidemment prétendre connaître l'intégralité des situations locales qui, évidemment, touchent les Américains. Michel Cotta, comment l'opposition peut-elle s'affirmer dans des circonstances pareilles ? C'est-à-dire... effectivement, il y a la pandémie, tout le monde devrait être uni derrière le chef de l'État, mais l'opposition doit quand même exister, parce qu'il y a un côté politique dans cette affaire. Oui, tout à fait un côté politique. D'ailleurs, on a vu hier la réaction et de la France insoumise d'un côté et de l'autre Marine Le Pen. Oui, bien sûr, il faut bien trouver à s'opposer. Il faut bien trouver à s'opposer. Et on peut dire, on ne comprend pas dans quel sens ça va. On peut dire, attention, l'équilibre économique de la France est plus important que la lutte contre la pandémie. On peut dire des tas de choses, mais en réalité, on se demande ce que chacun d'autre pourrait faire face à, comme le dit François, à un virus dont on ne connaît pas et qui change tout le temps et dont on ne connaît pas les réels impacts et qui d'ailleurs est asymptomatique pour certains, très grave pour d'autres. C'est vrai que c'est un problème auquel n'importe quel gouvernement concerné aurait des difficultés. Alors le seul qui n'en a pas, si on parle de l'extérieur, c'est Conte, le président italien. Et je crois que c'est parce que les Italiens ont eu tellement peur, ils ont commencé dans la pandémie en premier, ils ont eu tellement peur de recommencer qu'eux, ils ont tenu bon pendant l'été. Et ça explique sans doute qu'il n'y ait pas cette deuxième vague progressive telle qu'elle se manifeste ailleurs en Europe. Oui, et puis il y a aussi des disparités extraordinaires dans les situations des différents pays. Par exemple, la Corée du Sud, le Japon et même la Chine, d'où est originaire le virus, ne sont actuellement pas du tout impactés ou pratiquement pas impactés. Il y a quelques cas en Chine. Parce qu'il y a des reconfinements en Chine locaux. Oui, mais et par exemple en Allemagne, il y a toujours cette fameuse et inexplicable différence entre la France et l'Allemagne sur le nombre de décès. Il y a 4 fois moins de décès proportionnellement, par rapport à la France. Et personne n'a encore réussi à trouver une explication scientifique à ce phénomène. Et encore, la France n'est pas la première. L'Espagne, il y a beaucoup d'autres pays dans lesquels... La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, bon, enfin bien, c'est manifestement quelque chose qui prend les gens de court et qui a une telle importance qu'on voit très bien l'équilibre donc difficile, l'équilibre sanitaire, l'équilibre économique. On voit très bien qu'il ne peut pas y avoir de reconfinement, ça je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, et qu'en même temps il faut annoncer des mesures terribles. Là je pense que sur les métropoles régionales, il y a eu une concertation, parce que vous vous rappelez qu'il y a quelque temps, à Marseille notamment, il y avait eu un défaut de concertation. Au moment où justement le Premier ministre disait « je suis le Premier ministre des territoires et je vous parle tout le temps », on avait eu une décision sans concertation. Là, celle-là, je pense, a été concertée avec les métropoles. Michel Cotta, comment jugez-vous l'action du Premier ministre ? C'est curieux. Je crois que c'est un Premier ministre qui, au début, présentait comme avantage d'être complémentaire, le complément même contraire du président de la République, c'est-à-dire qu'il était proche du terrain, maire d'un petit village, plus en prise avec la réalité. Et puis, bizarrement, son image s'est altérée assez vite. Je crois qu'il la gaffe la première a été de ne pas consulter assez
ou d'annoncer des mesures coercitives sans concertation, alors qu'il avait dit qu'il était l'homme de la concertation. La deuxième a été peut-être cette interview de télévision où il est apparu tout de même assez sur la défensive. Et c'était sa première grande émission, c'est difficile. Bon, bref, il n'a pas été bon. Et puis, il y a le fantôme qui est là tout le temps, et qui est celui d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, on peut dire, est parti au moment où lui avait peur de la deuxième vague. Il était plus décidé à être ferme que le président de la République, mais au fond, il est parti au bon moment pour être celui qui a organisé la première phase et la première partie du déconfinement, et qui n'a pas à payer la vague qui arrive. Le changement, peut-être aussi la brutalité du changement d'opinion concernant le Premier ministre, c'est aussi lié au fait qu'on est dans une gestion de crise. Donc il n'y a pas d'état de grâce nécessairement. On se préoccupe évidemment de ce que chaque erreur politique est considérée par le citoyen comme potentiellement des morts à la clé. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais peut-être d'un mot, parce que c'est vrai qu'on a fait des comparaisons internationales. Il ne faudrait pas oublier un continent que vous appréciez, Bernard, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, on lui promettait il y a quelques mois, on dit beaucoup l'Allemagne est très différente, l'Allemagne a moins de cas. Mais l'Afrique, l'OMS disait, ça va être un cataclysme sanitaire. Oui. Et dans la plupart des pays d'Afrique aujourd'hui, et là aussi, Michel a raison de le souligner, c'est assez inexplicable. Pour y être allé il n'y a pas longtemps, j'étais au Sénégal et je vois qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été prises, mais c'est difficile de savoir quelle est la mesure qui fait qu'il y a si peu de cas. Eh bien, on a très peu de cas, beaucoup moins de cas, et ça interroge quand même, et ça redéfinit peut-être aussi les rapports géopolitiques, en se disant, finalement, face à ce type de pandémie, les puissances occidentales ne sont pas forcément mieux loties, là pour le coup, quand on voit que l'un des pays les plus touchés est la première puissance mondiale, les États-Unis. Mais je dirais quand même que ça touche aussi, non pas seulement à la crise du politique, mais à la question de l'éducation de chaque citoyen. Edgar Morin disait, il faut que dans notre éducation, les enfants puissent être éduqués à l'incertitude, à l'erreur. Et c'est vraiment la question de la vérité qui se pose aujourd'hui. Qu'est-ce que la vérité ? On dit souvent on est dans une ère post-vérité. Eh bien, éduquer les enfants, et ils le savent parce qu'eux ont connu des périodes de confinement. Là, ils ont leur masque dans les collèges, dans les lycées, et les enseignants leur disent on ne sait pas exactement, même les étudiants ne savent pas exactement où on va. Eh bien, en profiter pour éduquer à une vie qui n'est pas nécessairement certaine, cette part d'incertitude dont parlait Edgar Morin, je pense que c'est de faire de ce mal une opportunité d'éducation. Oui, pourtant, on s'aperçoit que pour les Français, le droit à la vie est au fond, doit être géré au sommet. Et ça, c'est tout à fait étonnant, effectivement, parce que chacun pense que le droit à la vie est primordial à tout et que c'est au pouvoir politique de l'organiser. Bon, alors évidemment, vous avez raison, on devrait effectivement apprendre que l'incertitude fait partie aussi de la science et de la vie. Oui, il n'y a pas nécessairement un responsable à la mort. On ne va pas pouvoir porter plainte nécessairement pour tout. Voilà. Un accident, on va essayer de, évidemment, trouver les responsabilités. Quand il n'y a pas de responsabilité humaine, on se tourne vers le constructeur. Donc on est vraiment dans une société différente. Et si on regarde un peu l'histoire, parce que ce n'est pas la première pandémie, si on regarde, par exemple, cette fameuse grippe espagnole dont tout le monde parle, 1918-1919, 5% de la population mondiale décimée. Enfin, ce n'est pas exactement le terme, si c'est 5%, ce n'est pas décimé, mais en tout cas, c'est 100 millions de morts. On n'a pas fait les mêmes choix. Alors, certes, on a fait aussi des choix drastiques. Et quand on regarde, par exemple, en Amérique, Los Angeles et San Francisco sont deux villes qui ont vraiment géré la grippe espagnole de manière différente. Et finalement, la métropole qui s'en est le mieux sortie est celle qui a vraiment pas eu des mesures de confinement, mais qui a fermé certains lieux, qui imposait des distanciations sociales dès cette époque. Mais le rapport à la vie humaine était évidemment très différent. On sortait de la Première Guerre mondiale. On sortait de la guerre, il y avait des millions de morts aussi à la guerre. Exactement. Donc, on n'était pas dans le même rapport à la vie. Et on a fait ce choix de se dire qu'on ne ferme pas, par exemple, les lieux collectifs
de plaisir, de bien-être, de bonheur. Et d'ailleurs, les Happy 20s qu'on a connus en Angleterre, ou les Roaring 20s aux États-Unis, ou les années folles en France, eh bien, sont liés à cette volonté de rebond. Et peut-être que sans Montparnasse, sans Montmartre, sans les cafés, sans les bars, sans les restaurants, sans les possibilités de danser, sans le jazz qui arrivait en Europe, la résilience collective n'aurait peut-être pas été la même. Et c'est aussi, pour les politiques, un enseignement de l'histoire. Il ne faut pas nécessairement aligner ces politiques sur ce que nous disent les médecins, qui sont évidemment en première ligne, et comme vous le rappeliez, qui ne sont pas d'ailleurs tous d'accord entre eux, mais écouter les historiens, écouter les philosophes et se dire que c'est une question qui nous concerne tous, qui concerne la société civile dans son ensemble. Oui, vous pensez, enfin, vous êtes sûr, ou en tout cas vous pensez fortement qu'il faut ne pas tout arrêter uniquement pour des questions statistiques, quoi. C'est-à-dire que ce serait grave de fermer entièrement les restaurants, de reconfiner à fond, et surtout qu'il faut garder un minimum d'espace vital, un espace collégial. Effectivement, j'avais fait cette tribune dans Libération pour dire il ne faut pas fermer tous les lieux de bonheur collectif, parce que finalement, s'il faut écouter les médecins, écoutons tous les médecins, écoutons également les psychiatres, écoutons les spécialistes de notre santé mentale qui nous disent aujourd'hui, attention, vous passez à côté de vrais problèmes, de gens qui depuis des mois et des mois sont dans un état de souffrance, de taux de suicide en augmentation, de gens qui évidemment n'arrivent pas à résister. Et ça, c'est quelque chose que peut-être on va peut-être évaluer avec le temps, mais qui doit être prise en compte dès maintenant, me semble-t-il. C'est pour ça que c'est la difficulté majeure. François, c'est la difficulté majeure pour un président de la République qui doit à la fois ne pas être responsable d'une montée de morts qui serait dramatique pour lui parce que personne donc ne pardonne au pouvoir de ne pas empêcher la mort, c'est quand même le comble. Et d'un autre côté, l'équilibre, oui, des lieux de vie. Mais moi, je trouve quand même, en passant dans Paris, que ces lieux de vie pourraient être plus sécurisés. Ils ne le sont pas en réalité. Quand on voit à 7 heures du soir une foule dans les bars qui sont complètement démasqués, bon, c'est pas parce qu'on est dans un bar, même à l'extérieur, qu'on peut être complètement démasqué à 50 cm l'un de l'autre. Vous savez bien que finalement, cette sécurité-là n'a pas marché. Est-ce que je suis trop sévère ? Non, mais non, il y a tellement de situations différentes que c'est difficile de se prononcer. Non, mais vous avez raison, Michel, on constate ça, évidemment, dans les fameuses terrasses parisiennes, ce fameux art de vivre à la française dont parle le président. Oui. C'est aussi difficile de se dire que c'est quand même une des premières crises où la relation physique est interdite au niveau global, au niveau mondial. En prenant du recul, on peut se dire 90, c'était l'invention de la relation à distance avec le web. Aujourd'hui, on interdit la relation physique. Et quelles seront les conséquences durables de cette crise ? Moi, comme universitaire, je m'interroge. On voit qu'on est en train de passer dans les universités, non seulement françaises, mais du monde entier, à une part de ce qu'on appelle aujourd'hui de distanciel très importante. D'ailleurs, quand on se dit aujourd'hui, on a un cours demain, il faut préciser aux étudiants si le cours est à distance ou si le cours est en présentiel. De même, de nos relations. On se voit demain, on se voit sur Skype, on se voit sur WhatsApp, on se voit sur Teams, on se voit. J'essaie de faire de la pub pour toutes les applications pour ne pas être pris par la patrouille, mais il y en a beaucoup. Donc il y a quand même dans cette crise-là quelque chose qui dit de notre époque en termes de nos relations aux autres. Les relations, elles ne peuvent pas être, et on comprend l'urgence du moment, mais elles ne peuvent pas être uniquement à distance. Vous avez raison, mais à mon avis, ça restera quand même un acquis, si on peut dire, un acquis de cette pandémie, qui est que les liaisons seront beaucoup plus à distance. Moi, je ne sais pas, par exemple, comment les enfants qui ont, enfin, si ça dure un peu, comment les enfants qui ont aujourd'hui 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui ont très bien intégré qu'il ne faut pas dire bonjour et qu'il ne faut pas embrasser tout le monde, je ne sais pas comment ils seront, moi, dans 5-6 ans. Est-ce qu'ils sauront encore embrasser quelqu'un ? Oui. Je me pose la question.
Michel, qui vous connaissez, qui avez voué votre vie à la politique, ces enfants-là, à 5 ans, 6 ans, est-ce qu'ils n'auront pas été habitués à obéir à un pouvoir politique qui leur dira peut-être dans 10 ans, aujourd'hui, jour impair, l'air pose problème, restez chez vous? Oui, mais vous pensez que la réponse... qui nous empêche de circuler. Oui, il y a ça aussi, mais c'est quand même des interrogations sur nos libertés publiques, sur l'habitude que l'on prend, parce que j'ai quelques amis magistrats qui me disent, mais ce qu'on a demandé aux citoyens français et aux citoyens du monde est quelque chose d'ahurissant. Et ils l'ont accepté. Ils l'ont accepté, parce que là, on a eu, il y a quelques années, on l'a encore, le choix entre nos sécurités et certaines de nos libertés. Aujourd'hui, c'est le choix entre notre vie, notre santé et nos libertés. Et notre santé intellectuelle aussi. Oui. Alors, nous allons passer au deuxième chapitre, puisque c'est pour ça que vous êtes venu en particulier, François. C'est un petit point de la situation, enfin si on peut faire le point d'une situation aussi confuse et compliquée, de l'élection présidentielle américaine. Donc Trump va bien. Trump va mieux. Il est de l'avis des médecins presque tiré d'affaire. On le voit, il est reparti en campagne de manière extrêmement frénétique. On le voit en Floride. Il fait une campagne qui va l'amener aussi dans les États du Midwest, en Pennsylvanie notamment, dans ces fameux États clés où le sort de l'élection va se jouer. Et il est sur... Alors, le Trump sorti de l'hôpital est le même Trump qu'avant. On se posait la question, on se disait, va-t-il sortir plus humble? Va-t-il sortir avec une nouvelle vision? Non, c'est le même Trump. Et c'est un Trump qui a décidé de consacrer ses derniers jours de campagne à faire peur. C'est d'ailleurs peut-être stratégiquement ce qu'il faut faire, je ne sais pas, mais il fait peur à son électorat sur la possibilité de démocrates qui entrerait à la Maison-Blanche et qui ferait la passe de 3, qui gagnerait aussi le Sénat et la Chambre des représentants. J'ai relevé ce qu'il a dit dans le dernier discours, il y a quelques heures. Joe Biden va tuer vos emplois, démanteler la police, confisquer vos armes, augmenter vos impôts, alors ça les Américains n'aiment pas, chasser Dieu de la sphère publique, ils n'aiment pas non plus, et ralentir le fameux vaccin, alors que lui, il l'accélérerait. Au niveau des sondages, c'est catastrophique pour lui. C'est-à-dire que là, depuis quelques heures, on est en moyenne de sondage. Je ne vais pas m'amuser à commenter tous les sondages. Mais en moyenne de sondage, on est maintenant à une avance à 2 chiffres pour Joe Biden. Voilà. Donc il faut comparer à ce qui s'est passé il y a 4 ans, parce qu'il y a des gens qui peut-être diront vous êtes trompé il y a 4 ans, vous nous disiez qu'Hillary Clinton allait gagner. Alors Hillary Clinton, c'était 5 points d'avance. Là, on est à 10 points d'avance nationale. Hillary Clinton était une candidate polarisante, dans un parti démocrate qui était divisé, et avec l'annonce par le FBI d'une enquête sur ses emails 10 jours avant. Là, il n'y a rien de tout ça. Malgré ça, elle a gagné avec 3 millions de voix d'avance, et il a fallu une conjonction de 77 000 personnes sur 3 États du Midwest pour que Donald Trump passe dans un trou de souris. Le trou de souris, là, il va être encore plus étroit. Il y a quand même une inconnue très importante, c'est l'inconnue du vote par correspondance et des fameux effets du Covid, de la Covid-19 sur le vote. Et là, Donald Trump a dit, il y a quelques heures, je veux que le résultat soit connu le 3 novembre. Si les résultats sont connus le 3 novembre, ça sera mauvais pour lui. Parce que ça voudra dire, parce que Joe Biden peut boucler l'affaire le 3 novembre, notamment en gagnant la Floride. Je ne veux pas être trop technique, mais s'il gagne la Floride et qu'il gagne aussi, par exemple, l'Ohio ou la Caroline du Nord, Joe Biden a gagné dès le 3 novembre. En revanche, pour que Donald Trump gagne, il faut que ça dure. Il faut qu'il y ait des comptages un peu plus longs, parce que son chemin pour accéder au fameux collège électoral est plus compliqué. Donc c'est l'inconnu de cette élection. Est-ce que les nouveaux électeurs vont voter pour Trump? Est-ce qu'il n'y a pas des électeurs cachés, notamment chez les minorités, de gens qui n'oseraient pas dire aux sondeurs qu'ils vont voter pour Donald Trump? Mais en tout cas, c'est mal embarqué, à tel point que 10 organisations conservatrices faisaient une conférence de presse il y a peu de temps pour dire « Nous soutenons notre candidat à la Cour suprême, la juge Barrett ». C'est-à-dire que beaucoup de conservateurs aujourd'hui sont polarisés vers ce qui compte pour eux, c'est-à-dire verrouiller cette avance de 6 conservateurs à 3 à la Cour suprême
pour, on le sait, démanteler un certain nombre de programmes sociaux démocrates, l'avortement notamment, le Green New Deal, l'écologie. Si on a une cohabitation très dure entre l'exécutif qui serait dirigé par Biden, le législatif dirigé par les démocrates et la Cour suprême dirigée et pour plus longtemps par les conservateurs, ça rend la chose difficile. Attention quand même, être conservateur ne veut pas dire nécessairement voter pour l'abolition de l'avortement, puisque je vous donne un chiffre. J'ai vu là les décisions, je me suis amusé hier en regardant les décisions de la Cour suprême en 2019. Sur 67 décisions, les 5 juges qui ont été nommés par des républicains, donc qui sont censés être conservateurs, n'ont voté ensemble que 37 fois. Donc ça veut dire que si vous voulez, un juge, avant d'être conservateur ou avant d'être progressiste, il est d'abord nommé à vie. Et donc, il est libre de son opinion. Vous vous rappelez, Eisenhower avait nommé Earl Warren pour maintenir un peu le statu quo. Et Earl Warren était quand même l'un des pères de la déségrégation, à tel point qu'Eisenhower disait « J'ai fait 3 erreurs dans ma vie, nommer Earl Warren et nommer Earl Warren ». Merci beaucoup, François Durper. Merci, Michel Cotta, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse, s'il vous plaît, de nous montrer votre livre qui vient de sortir, Le brun et le rouge, et nous dire de quoi exactement il s'agit. Vous l'avez écrit avec Robert, le fameux Robert Namias, que nous connaissons bien, l'ancien directeur de l'information de TF1. D'abord, un roman policier. Je dis ça volontairement pour développer, pour qu'on puisse développer notre thèse. C'est un roman policier, mais un président de la République est battu par une jeune femme blonde, dynamique, qui s'appelle Charlotte Despnous, et avec le concours naturellement de l'extrême droite. Donc pour la première fois en France, arrive un gouvernement sous une forme apparemment ravissante, un gouvernement qui, en tombant d'accord avec ce que nous appelons les bruns, c'est-à-dire le brun et le rouge, naturellement les bruns c'est l'extrême droite et le rouge c'est l'extrême gauche, et avec une coalition entre l'électorat de l'extrême gauche et l'électorat de l'extrême droite. Qu'est-ce qui se passe après et comment finalement les manipulateurs sont toujours manipulés? Eh bien, merci beaucoup, Michel. Nous allons tout de suite aller acheter ce livre et le lire. Ah oui, et vous ne quittez pas, Michel Cotta, le milieu de la politique que vous connaissez très bien. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie également François Durper, professeur à Cergy-Pontoise, professeur d'histoire à Cergy-Pontoise. Je vous donne rendez-vous à tous les deux pour une prochaine émission pour reparler de toutes ces affaires. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.